vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Alors que vous venez certainement de prendre votre goûter à 17h04, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Une fois le Choco-BN mangé de Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir, mais pour vous la faire british, c'est à 5h, c'est tea time. Tea time, exactement. Et en plus, il nous fait des thés tous les jours à 17h. Exactement. Tea for five. Pardon? Tea for five. Ah, tea for... Not for two. Oh là là. Mais excusez-moi, mais Vous êtes admiratif. Moi, je suis pantoise, en fait. Vous avez un accent... Excusez-moi, bravo. Bravo. Qu'est-ce que vous Vous m'impressionnez? avez un accent tellement parfait que j'avais rien compris. I have the same accent. Non mais Philippe Bilger. Macron. Philippe Bilger, je me suis retournée pour savoir si c'était vraiment vous avec cet accent incroyable. Je mélange. C'est dingue. On aurait dit Justin Trudeau. Moi, je Ah dis, non, moi ça me rappelle plutôt Daniel Craig. My name is Bond, James Bond. Pas dans son dernier film, en tout cas. Non mais c'est vrai que même si par exemple Emmanuel Macron ou Jacques Chirac parlaient parfaitement bien anglais, contrairement. Ouais. Mais Chirac et Macron ont ceci en commun, c'est l'accent épouvantable français. j'adore. Alors c'est très joli. Il paraît You que c'est want très me to go back to my France? plane No, and you, go back to you France. want to go back to my plane? This is not a method, this is provocation. Provocation. Allez les amis, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Vous êtes bien entendu. On doit absolument vous avoir en ligne parce que vous avez tellement de choses à dire et on le sait. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, supprimer le RSA mais garantir le plein emploi. Idée émise ce matin par Fabien Roussel sur Sud Radio. Le secrétaire national du Parti communiste veut remplacer donc le RSA par un emploi garanti pour tous, que ce soit dans le privé ou dans le public. Alors parlons vrai, est-ce que cette proposition vous paraît réaliste? Et à cette question, comme le dit Fabien Roussel, faut-il remplacer le RSA par un emploi garanti pour tous? Vous dites non à 54%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Hassan Lacloul sera avec nous, un secrétaire général des jeunes communistes. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h40. François Bayrou réunit un conseil interministériel de contrôle de l'immigration en pleine crise diplomatique avec l'Algérie sur l'immigration. Face au refus d'Alger d'accueillir des ressortissants expulsés de l'Hexagone, la France va restreindre l'accès à son sol aux dignitaires algériens. Alors parlons vrai, est-ce que depuis trop longtemps la France est faible face à Alger? Et à cette question, vis-à-vis de l'Algérie, faut-il aller, vous dites, à 89% au bras de fer, à 9% à la négociation et à 2% qu'il ne faut rien changer? Pour réagir, le 0826 300 300, il n'y aura ni bras de fer ni négociation avec Aude. Et notre invité, Driss Ghali, sera avec nous, écrivain politique et conférencier, auteur des livres L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré français qui ne veut pas disparaître chez l'Artilleur, et d'une autre histoire de la colonisation française publiée chez Jean-Cyril Godefroy. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. English, Philippe Bilger, bonsoir. Good evening. Good evening. I speak French. Mais il est pas mal, il est beau. Françoise de Goua, éditorialiste Sud Radio, bonsoir. Everybody, c'est Donald Duck qui parle comme ça. Ouais, Voilà. là c'est la façon yaourt. Et J'adore, Johan Barbe est avec nous. Bonsoir Johan. Alors, Bonsoir. producteur de lait dans les Vosges et président de la FLNLP, Fédération Nationale des producteurs de lait. Et on est ravis de vous accueillir en vraie voix du jour. Bienvenue. C'est votre première. C'est ma première, merci de l'accueil. Ouais. C'est sur First Time. Ouais, On va le faire en patois vosgien, là ça va être Et difficile. là, là. on va pas Pour tous. Alors, vous êtes content? Très content Voilà. d'être ici. Et merci surtout de l'accueil, mais attention à pas trop aller trop loin. Ah oui, c'est ça. Et je sens qu'il y a de la vanne du côté de Il y a de Johan. la vanne, il y a un super accent. J'adore. Ouais. Vous avez été. Non, au c'est accent. vous qui avez tous un accent. N'inversez pas les rôles. Ah, il est excellent. Ça y est, on est N'importe quoi, parti. mais n'importe quoi. Allez, le 0826 300 300 avec David qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Gaudens. J'adore Saint-Gaudens. J'adore Saint-Gaudens. C'est beau, c'est Ah, beau. le Comminges. Patrick David, de naissance de ma maman. bonsoir David. Bonsoir David. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bon, je ne vous le dirai pas en anglais, hein, vous m'excuserez. Hein. Bah, David, essayez, dites un Tout le truc. monde n'a pas le don des langues comme moi. Je vous dirai simplement à Richard. Alors, attendez, attendez, écoutez. David, allez-y. Allez-y. Allez-y, David.
Non, je vous parlerai pas anglais, je vous dirai simplement Adichat ou Adiou. Adieu, portez tes plats, adieu, portez tes plats. Bien sûr. Allez, un petit mot de vous, David, parce que c'est aussi l'intérêt de vous avoir en ligne. Ras-le-bol du French bashing, vous dites. Vous voyez que parler anglais. Oui, c'est surtout au standard qu'on a repris ce mot. Alors en fait, c'est pas vraiment, c'est du French bashing, mais indirect. Moi je suis un peu énervé lorsqu'à chaque fois que le président Macron se fait réellement ou supposément humilier, de voir de nombreux Français se réjouir de cette humiliation, mais ils oublient que en fait c'est la France qui est humiliée lorsqu'on humilie le chef de l'État. Et on peut être comme moi totalement anti-Macron, mais par contre être très, très patriote et trouver très mal déplacé de se réjouir de voir la France moquée et humiliée à l'étranger. Qu'on se moque au niveau national, pas de souci, mais à l'étranger, à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Et voilà, il faut soutenir du camp patriote. Ouais. Il faut soutenir la France. Oui, voilà. Ok. Je rejoins notre ami, d'autant plus que très souvent, je suis tombé dans cette joie mauvaise. Il a totalement raison. C'est la Schadenfreude en allemand. De progresser dans ce domaine. Ah, c'est bien de faire, mais à coup pas en tout cas. Moi, je suis comme vous, on ne peut pas me soupçonner d'être macroniste, mais d'ailleurs, Mais vous l'avez toujours défendu à l'international. Assez souvent, et notamment, il n'y a aucune raison qu'il se sente humilié sur ce qu'il a fait avec Donald Trump. Objectivement, je pense que là, la France n'est absolument pas sortie vaincue de ce bras de fer qui a duré quelques minutes. Je pense que c'est un sans faute d'Emmanuel Macron. Je suis obligé de le dire, c'est un sans faute d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc un sans faute de la France. Françoise, vous inquiétez pas, c'est enregistré. Elle a du mal à le dire quand même. Non, ça me gêne pas. Vous êtes d'accord avec David? Je suis d'accord avec David et j'irai plus loin, c'est la fonction qui est humiliée, donc c'est la France tout entière derrière. Donc faut faire très attention parce que ça affaiblit pas que l'image à l'extérieur, ça affaiblit l'image mondiale et des Français au plus profond. Eh ben, dites donc, David, vous avez... Première intervention, bravo. Pas mal. David, vous avez embarqué tout le monde avec vous, c'est plutôt très bon signe. Vous restez avec nous, bien entendu, on est ravis de vous accueillir. Il va faire le qui c'est qui l'a dit. Bah oui. Alors, par contre, j'ai une faiblesse. Comment on dit qui c'est qui l'a dit en occitan? Parce que comment on dit en occitan qui c'est qui l'a dit, David? Très bonne question. On va chercher. Mon ami Google est là pour ça. Heureusement qu'il parlait pas anglais. Voilà. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On va parler de Michel Barnier. Très bien. On va en parler. Il est en pleine on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui et merci de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Ça monte. On a envie de demander à Maxime. Maxime, vous qui tenez les comptes. Toujours 996 000 abonnés, bientôt le million. Le million. Le million. Ça traîne, ça traîne. Ça traîne. Faut qu'on vienne plus souvent. Allez, Philippe Bilgeret avec nous, Françoise Degois, Johan Barbe qui est producteur de lait dans les Vosges et vous au 0826 300 300. Dans un instant, Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Et de tout le quoi monde. parle-t-on? De l'émotion en Israël au passage du cortège funéraire de la famille Bibas, de cette crise franco-algérienne sur l'immigration et puis de ces 5 patrons de la grande distribution qui s'engagent au salon de l'agriculture. Réunion autour de Karine Le Marchand et d'un certain nombre d'agriculteurs. En 3 mots, funérailles, crise et promesses. On en parle dans un instant. En attendant, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Monsieur le procureur voulait requérir ce soir sur le propos de Michel Barnier qui voudrait un candidat unique de la droite à la présidentielle. Ouais. Est-ce plausible? Voilà, il est intervenu, il a confirmé une idée qu'il avait depuis longtemps. Il l'avait déjà formulée en tant que Premier ministre. Il voudrait évidemment un candidat, comme vous l'avez très bien dit, mon cher animateur, unique pour la droite républicaine et le camp présidentiel. Simplement, je n'imagine pas que ce soit possible. C'est peut-être une manière efficace de gagner l'élection présidentielle en 2027, mais j'imagine mal, compte tenu de tous les candidats, à la fois
affirmé, affiché et virtuel, qu'on puisse trouver une personnalité, selon le vœu de Michel Barnier, qui puisse être acceptée par ces deux camps. Ça ne me paraît pas concevable, à moins d'un miracle. Et d'ailleurs, est-ce souhaitable, puisque dans la droite et dans le macronisme, il y a des tendances tellement différentes qu'elles pourraient représenter des chemins très spécifiques. Françoise Degois. Oui, c'est tout à fait, ça n'existera pas, ça n'arrivera pas, et c'est heureux d'ailleurs. Il y aura un choix, il y aura probablement une primaire entre la droite et les macronistes. Mais vous savez, le macronisme ne tient que parce qu'Emmanuel Macron existe. C'est terminé pour Emmanuel Macron. Enfin, en tout cas pour cette période-là, cette séquence-là de sa vie politique. Donc, moi, je crois qu'on va avoir en plus des macronistes qui vont repartir vers la social-démocratie, et puis des macronistes qui vont repartir vers leur famille d'origine, qui est la droite, tout simplement. Non mais effectivement, enfin Michel Barnier, croire à un seul candidat, c'est juste impossible. Il n'a pas réussi à tenir 3 mois Premier ministre. C'est facile de rassembler de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça va être un peu plus compliqué. C'est un vœu. Hein, c'est un vœu. Après, j'ai eu la chance de le saluer ce matin. Il est en pleine activité, justement, pour arriver à son vœu. Mais ce qui est important de rappeler quand même des différents partis, à droite, à gauche, pourvu qu'ils restent là où ils sont. C'est-à-dire qu'au moment du vote, la plupart... en fonction de l'électorat, repartent plus à droite, plus à gauche, plus au centre. J'entends, moi, les macronistes sont finis. Et les partis politiques sont-ils encore là? Oui, c'est une vraie question. Ils sont vraiment là. Merci Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont funérailles, crises et promesses. Une foule éplorée sur les routes d'Israël au passage du cortège funéraire de la famille Bibas. Le père demande pardon à son épouse et ses enfants de n'avoir su les protéger. Sa sœur pointe la responsabilité des autorités israéliennes. Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration réuni cet après-midi autour de François Bayrou. Le Premier ministre dénonce une attitude inacceptable de l'Algérie, le blocage du retour de beaucoup de ses ressortissants. Et puis 5 patrons de la grande distribution font des promesses autour de l'animatrice Karine Le Marchand au salon de l'agriculture. Ils promettent de faire preuve de bonne volonté sur les prix quand un producteur local est en difficulté. Les vraies voix Sud Radio. Des larmes et des mines graves sur le passage du cortège transportant les dépouilles de Shiri Bibas et de ses 2 enfants en Israël. Seul de la famille à être revenu vivant, le père Yarden Bibas leur a adressé ces mots pleins de douleur, de culpabilité du survivant en évoquant l'attaque du Hamas le 7 octobre. Tu te souviens de notre dernière décision dans l'abri? Je t'ai demandé, se battre ou se rendre? Tu m'as dit de me battre, alors je me suis battu. Shiri, je vous demande pardon pour ne pas avoir pu vous protéger tous. L'émotion, la douleur de Yarden Bibas, tandis que sa sœur Ofri Bibas Lévi, la belle-sœur et la tante des victimes, donc a pointé la responsabilité des autorités. Le pardon n'a pas de sens tant que les défaillances n'ont pas fait l'objet d'une enquête et que tous les responsables n'ont pas assumé leurs responsabilités. Le désastre que nous avons subi en tant que nation et en tant que famille n'aurait pas dû se produire et ne doit jamais se reproduire. Cette nuit, le Hamas doit restituer 4 corps d'otages israéliens morts en captivité à Gaza. Un responsable affirme qu'Israël libérera en contrepartie plus de 600 détenus palestiniens. Le Hamas qui promet aussi de ne pas organiser cette fois de cérémonie publique comme lors des dernières remises de dépouilles d'otages. Ouais, c'est ce qui était odieux. C'est la première fois que le Hamas est influencé dans le bon sens. Les images sont immondes. Ce qu'ils ont fait, c'est immonde. C'est immonde ce qu'ils ont fait, mais les images du cortège sont déchirantes. Vraiment, elles sont filmées en drone et c'est très puissant de voir quand même. C'est tout un peuple en réalité qui rend hommage. Et voilà, moi je pense à Yarden Bibas. Je ne sais pas comment. Surtout qu'on lui a dit à sa libération, tu vas retrouver ta femme et tes gosses, alors qu'il savait qu'ils avaient été assassinés. C'était tellement. Maintenant, je crois qu'on a rendu hommage au petit roux en Israël. Le roux est devenu un symbole. Oui, parce que tout est roux maintenant pour rendre hommage à cette famille. Tout est en roux. Dan Fiederwiller a mis sa pastille sur ses réseaux sociaux en roux. Johan Sfar a fait un dessin que je vous conseille d'aller voir. Vous l'avez vu, Cécile, sur Instagram. Il a fait un dessin absolument magnifique, entièrement en roux. Et l'Assemblée nationale aussi est en Ça va être éclairé en orange ce soir. C'est très émotionnel. C'est terrible. Deuxième mot, crise diplomatique entre Paris et Alger. François Bayrou réunissait cet après-midi une partie de son gouvernement en conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Objectif, mettre la pression sur l'Algérie pour accorder des laissez-passer consulaires quand la France cherche à renvoyer des ressortissants dans leur pays d'origine. Après son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est François Bayrou qui dénonce l'attitude inacceptable selon lui de l'Algérie. L'individu qui a tué à Mulhouse avait été présenté
14 fois aux autorités algériennes. C'est les chiffres qui m'ont été fournis par le ministère de l'Intérieur. 14 fois. Et 14 fois, les autorités algériennes ont dit non. Et pour nous, pour moi, ceci est purement et simplement inacceptable. Le gouvernement qui annonce notamment vouloir faire pression sur Alger en renégociant les accords de 1968, en remettant en cause par exemple les facilités de voyage pour les détenteurs algériens de passeports diplomatiques. Ils pourraient de nouveau être soumis à une obligation de visa. On en parlera dans le coup de projecteur. Troisième mot, promesse, celle qu'ont formulée 5 patrons de la grande distribution au Salon de l'Agriculture. Réunis par l'animatrice Karine Le Marchand avec des agriculteurs, ils promettent d'aider les producteurs en cas de difficultés sur les prix ou de crise de surproduction. Autour de la table, les patrons d'Auchan, de U, des Mousquetaires, de Carrefour, de Casino Monoprix. Dominique Schelcher, PDG de la coopérative U, promet notamment de faire preuve de bonne volonté. Les petits producteurs, le petit charcutier, le petit biscuitiers qui viennent nous voir, on ne négocie pas leur prix. Ce sont les produits du coin. Nos clients travaillent dans ces entreprises et depuis longtemps, on ne négocie pas ces prix. Et donc là, on lance un appel aux producteurs en difficulté à dire « Osez venir nous voir, osez taper à la porte des magasins, des enseignes participantes. On vous serez bien accueillis, on écoulera votre production dans de très bonnes conditions. » Des propos recueillis par l'agence France Presse. On va reparler d'ailleurs de ces promesses avec notamment le tour de table de Johan Barbe dans environ 1 heure sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Notez que le patron de Leclerc, par contre, n'était pas présent à cette réunion autour de Karine Le Marchand au Salon de l'Agriculture. D'ailleurs, Karine Le Marchand, dont on parle aussi dans l'actu média, puisqu'elle prend acte des excuses de Cyril Hanouna quant aux attaques dont elle avait été l'objet dans TPMP. Elle avait menacé de quitter sa chaîne M6 si jamais Cyril Hanouna venait à y trouver refuge après la fermeture de sa propre chaîne C8. Ça sera d'ailleurs vendredi, demain. Après-demain. Après-demain, oui. On va vous faire réagir, vous en premier, Johan, sur la grande distribution. Elle joue le jeu avec les producteurs. Vous êtes producteur de lait et président du syndicat des producteurs de lait lors de ce salon de l'agriculture. Alors, dire qu'elle joue le jeu, elle joue le show, j'ai envie de dire, là au salon. Venir prêter des bonnes intentions pendant une semaine du salon de l'agriculture, alors que c'est la vitrine de l'agriculture, hein, c'est pas la vitrine de la grande distribution des hommes politiques. Je le rappelle, on est là pour présenter nos produits. Et donc la grande distribution, alors sous le couvert de Karine Le Marchand, qui a fait juste une présentation, elle n'a pas pris parti ni d'un côté ou d'un autre, donc il faut extraire tout ça et bien comprendre qu'il y a 5 enseignes qui font de la com pour rassurer le consommateur. Moi, la seule com que je peux comprendre, c'est quand il y a des preuves d'amour. S'engager comme ça là devant des télés, c'est très bien. On verra au moment de la production des fruits si toutes ces grandes enseignes qui se sont engagées respecteront ces accords, c'est-à-dire qu'elles mettront en place des solutions pour écouler les produits qui risquent d'être vite périssables, puisque c'est des fruits, et arrêter d'importer. Dans le même temps. Mais la coopérative U, ils sont dans ce discours-là, mais dans les actes en tout cas. Ils sont dans les actes, depuis toujours. C'est sûr qu'ils sont plus en avance, puisqu'ils sont, comme ils le disent, producteurs et commerçants. Ouais. Mais il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, le problème dans les fruits et légumes, parce que c'était essentiellement ça qui a été évoqué, c'est qu'il y a énormément d'importations. On est dépendant de beaucoup d'importations. Et la vraie question à se poser, c'est qu'avec ce changement climatique, on a des périodes de production qui se décalent de plus en plus. Et comment vont réagir ces grandes enseignes au moment où les fraises vont peut-être arriver 1 mois trop tôt, ou 15 jours trop tard, parce qu'il aura fait froid au printemps? Eh ben, il faut ajuster nos importations en permanence et à la semaine, et pas comme ils le font au trimestre. Françoise de Gois. Oui, moi de toute façon, au propos de Johan. Mais je vais être plus vacharde que lui encore, parce que je pense que être vacharde avec un producteur de lait, ça tombe bien. C'est de l'amour vache, quoi. C'est de l'amour vache, mais je vais être plus vacharde et aller dans votre sens. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas tordu le bras à la grande distribution, on n'en sortira pas. Michel Leclerc n'est pas là. Alors j'entends ce que dit Johan, évidemment, c'est, comment dirais-je, une mise en scène, il n'y a pas d'engagement. Je sors Système parce que Schelcher est un mec très très bien. Vraiment, il a toujours avancé, il est très créatif en plus. Regardez, ses pubs sont toujours extraordinaires, par exemple, et il a une vraie pensée. Mais tant qu'on n'aura pas tordu le bras à la grande distribution, tant qu'on n'aura pas tordu le bras aux géants de l'agroalimentaire, je pense évidemment à Lactalis, et bien tant qu'il en sait quelque chose, Johan, et bien tant que nous on n'aura pas réglé ce problème, qu'on ne sera pas capable de résister au chantage de la grande distribution. Michel-Édouard Leclerc, qui a l'air très gentil, entre 4 yeux devant le ministre, il dit, si vous faites ça, moi
moi je m'en vais, moi je ferme. Vous savez, les négociations commerciales, il faut y être passé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans une négociation commerciale avec les 3 grandes centrales d'achat, notamment celle de Michel-Édouard Leclerc. Donc tout ça, tant qu'aucun gouvernement n'aura accepté de tordre le bras à la grande distribution, on n'arrivera pas à avoir un prix juste. Attention au Moi, je suis admiratif. Vous avez, pour une fois, posé une question avec la personne compétente pour lui répondre. Donc, c'était parfait. Je n'ai rien ajouté à ce qu'a dit. C'est pour ça que vous avez parlé, d'accord. Je voulais rendre hommage à quelqu'un qui connaît le sujet. Qui connaît exactement le sujet. Et c'est de l'Est comme vous. Oui, mais j'ouvre pas. Tout commence à l'Est, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Le soleil, et qui aime le lait. Tout se termine à l'ouest. Et vous savez quoi? Je crois qu'on est cernés aujourd'hui, les amis. Entre Philippe Bilger et Johan Barbe. On va bientôt pouvoir faire l'émission sans vous, mais bon, on n'ose pas vous le dire tout de suite. Oh là là, vous inquiétez pas. Souvent, on a voulu faire des coups d'État avec Françoise, mais ça marche pas. Non, mais ils sont indéracinables. Non, mais vous êtes sur des sièges éjectables, vous le savez quand même. Oui, mais vous non. On peut faire l'émission debout, nous. À tel point qu'on les a surnommés les apprentis putschistes, vous voyez un peu. Nous, on s'en fout, nous. On peut faire des émissions debout, on joue du piano debout, on fait des émissions debout. Problème pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ouais. Les amis. Comme disait Jean-Jacques. C'est ça. Dont l'attaché de presse s'appelle Sanchez. Jean-Jacques Debout. Enfin, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, blablabla. Et c'est ça, non, c'était par rapport à Chantal Goya ou à Jean-Jacques Debout. Son attaché de presse s'appelle Sanchez. D'accord, mais on a compris, Sanchez Debout. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est gros niveau, là, ce soir. Allez, vivons les vacances, les amis. Minibus, c'est quand même rigolo. Restez avec Je nous. vois que... Dans un instant, supprimer le RSA mais garantir le plein emploi, c'est la proposition choc de Fabien Roussel ce matin sur Sud Radio. Alors parlons vrai. Est-ce que cette proposition vous paraît réaliste? Et la question, comme le dit Fabien Roussel, faut-il remplacer le RSA par un emploi garanti pour tous? Vous dites non à 55%, donc oui à 45%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Hassan Lakaoul est avec nous, un secrétaire général des Jeunes Communistes. Merci d'être là. Petite question toute courte. Bonsoir. Est-ce que Fabien Roussel est un utopiste? Non, il est réaliste sur les besoins des travailleurs, des travailleuses. Il sait que ce sera dur et qu'il faudra se battre, mais je pense qu'il est réaliste. Allez, on en parle dans un instant. Soyez le bienvenu. Et vous aussi, au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ensemble tous les soirs de 17h à 19h. Après, on ne se sépare, on ne se parle plus jusqu'au lendemain matin. Ça ne reste plus la parole. Le plus tard possible. Ah oui. Ah ouais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me voir. Mais comme Françoise Degois. Mais comment vous dites l'air de dire je suis content. Hein. Non, je m'en plains. Et on voit la joie jusque-là. Hein. Oui. Oh, dis donc. La méchanceté. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Johan Barbe est avec nous, producteur de lait dans les Vosges et président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Alors, on doit vous appeler président ou pas? Non, Johan Barbe, producteur de lait, je suis très content d'être agriculteur et fier de produire du lait. C'est un peu long comme présentation. Ouais, c'est un peu long, ouais. Quoi, Johan Barbe? Non, producteur de lait. C'est chouette, producteur de lait. On dit pas éleveur de lait d'ailleurs. Ah non, il n'élève pas le lait. On n'élève pas le lait, donc on produit bien. C'est les vaches qui produisent. On élève des vaches. Non, bien sûr, éleveur de vaches, éleveur de lait. Oui, non, mais après, c'est de la segmentique et en fonction des territoires. Moi, j'adore Johan Barbe. C'est clair. Mais monsieur le président, moi, je suis prêt à dire. Ça fait président de la FNSEA bientôt, non? Un peu chicos, non? Un peu chicos. Non, t'es trop jeune. J'aime bien sourire. Oui. Le gars qui rêve de ça, tu sais, c'est. Il pensait toujours n'en parler jamais, tu vois. Bien entendu. On t'a levé, va, Johan Barbe. Le tout, c'est que Johan Barbe n'y pense pas qu'en se rasant. Elle était tellement facile que j'ai trouvé bizarre d'attendre aussi longtemps. Alors que c'était Cécile qui allait le faire. Tu te rends compte qu'il va être élu au nez et à la barbe? Ouais, c'est bon. On les a toutes faites, c'est bon, on peut y aller. Allez, on s'en frise les moustaches maintenant. Pourvu qu'on n'ait pas de barbu à table. Peut-être un mot en anglais de Philippe Bilger. Moi, j'adore les faussettes. Farah Fawcett, c'est super. Ok. Je vois qu'on est dans la vanne aujourd'hui. Vous voyez qu'on vous traite comme on le ferait d'une femme. Excusez-moi. On ne fait pas attention à ce que vous dites, mais on vous regarde. S'il vous plaît, on va finir aux deux ânes si vous connaissez. Continuez avec vos petits. Ah oui. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Fabien Roussel, vous voulez supprimer le RSA et remplacer ce RSA par une sécurité emploi-formation. Non, c'est pas le revenu universel, je le combats le revenu universel. C'est très étonnant que le patron du Parti communiste français semble épouser la logique de culpabiliser les gens qui ne travaillaient pas. Oui, mon projet pour la France, c'est de faire en sorte que, à terme, il n'y ait plus de personnes qui survivent du RSA. S'attaquer à des droits que nous avons contribué à mettre sur pied considérablement, qui sont des conquêtes sociales, je ne le comprends pas, ce n'est pas la gauche. Je préfère à la place garantir à chacun un travail. J'ai l'impression que c'est un discours quasiment réactionnaire et moi ça me dérange philosophiquement profondément. Supprimer le RSA mais garantir le plein emploi. Idée émise ce matin par Fabien Roussel. C'était sur Sud Radio. Le secrétaire national du Parti communiste veut remplacer donc le RSA par un emploi garanti pour tous, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et allez, pour le faire en anglais, parlons vrai, pour être agréable à Philippe Bilger, est-ce back in the USSR, comme chantaient les Beatles? Et à cette question, comme le dit Fabien Roussel, faut-il remplacer le RSA par un emploi garanti pour tous? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Hassan Lakehoul est avec nous, un secrétaire général des jeunes communistes, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe, que pensez-vous de cette proposition de Fabien Roussel? Je m'inquiète de plus en plus parce que dans les virtualités intellectuelles, je suis quasiment toujours d'accord avec Fabien Roussel. Et ça n'est pas de l'ironie, parce que la question de Sud Radio, évidemment pertinente, est un peu équivoque. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à dire oui, et puis ensuite on réfléchit si c'est opératoire, or ça ne l'est pas, et donc on a tendance à, par réalisme, à rejeter la proposition virtuelle de Fabien Roussel, qui a le droit de rêver, mais n'empêche que l'idée qu'il formule dans son principe, je la trouve très valable. Françoise Degois. Oui, non, elle n'est pas valable du tout. La réalité, si vous voulez, c'est que ça n'existe pas de garantir plein d'emplois, ou alors vous partez sur le revenu universel. Et effectivement, Fabien Roussel n'est pas du tout d'accord avec ça. Il y avait un grand débat à gauche là-dessus sur cette question. Je pense qu'il y a une très belle idée, le revenu universel, qui a été très mal amené et vendu par Benoît Hamon. Mais ça, c'est une autre histoire. Fabien Roussel, il est en recherche de toute façon aussi d'existence. D'abord parce qu'il est menacé au sein du Parti communiste. Ensuite parce que, quelle que soit la qualité que la droite, parce que la droite adore Fabien Roussel. Mais il n'y a pas que vous, c'est vraiment en général. Les gens de droite adorent Fabien Roussel. Pour gagner à gauche, eh bien, il faut être aimé par les gens de gauche. Et je pense que c'est une idée qui va, bien sûr qu'elle est séduisante. Moi aussi, je voudrais que tout le monde ait un travail. C'est bien mieux que le RSA. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Donc rien que le fait que ça soit formulé par un leader de gauche, eh bien ça abîme, de mon point de vue, la qualité sociale de ce pays, tout simplement. Donc il ne devrait pas faire ça. C'est pas ça qui va lui faire gagner une présidentielle, en fait. Johan Barbe. Non mais moi je veux réagir, et je vais réagir un petit peu contraire de vous, parce que pourquoi pas le plein emploi, c'est pas ça la question. La vraie question, c'est est-ce que tout le monde veut travailler, plutôt qu'il faudrait poser là ce matin et d'entendre ça plutôt ce l'après-midi, c'est pas en différé. Excusez. Il est avec les horaires des États-Unis, le gars. Plus beaucoup en ce moment avec le salon. C'est un gars international, tu vois. Voilà. Non, c'est parce qu'il voit pas l'extérieur. Moi je me dis aujourd'hui, sur mon exploitation, je suis prêt à accueillir des salariés, on n'en trouve pas. Il y a quand même un sujet quand même sur l'emploi. Moi, c'est le message plutôt de Fabien Roussel. Sur la motivation, c'est ça. Oui, c'est ça aujourd'hui. Ça veut quand même dire qu'il est là pour dire maintenant, il faut que tout le monde travaille. Au-delà de de penser que c'est possible ou pas, c'est utopique. Pourquoi pas? Mais ma question, c'est où on met ces travailleurs de demain qui sont aujourd'hui soit au RSA, au chômage, plein de choses. C'est plutôt là le débat. Et je trouve que lancer un pavé dans la mare, c'est toujours facile. Le faire atterrir après là où on veut, c'est bien plus compliqué. Et au moment où on se parle, si c'est pour les mettre dans les rues françaises, pour les balayer, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est comment on donne envie aux gens de travailler demain, là où ils ont été formés ou là où ils se plaisent dans le travail. C'est vraiment ça le sujet. Mais le RSA n'est pas une solution de revenu. La réalité, c'est le travail. La solution, c'est de donner envie aux gens de travailler, même s'ils gagnent la même chose au chômage. C'est ça aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais malheureusement, ça peut arriver. C'est là où c'est compliqué. Non, mais on peut redémarrer comme ça, parce que ça aussi, c'est important. Hassan Lacour. Oui, je suis très content, moi, qu'on m'invite pour parler de travail, parce que c'est au cœur du projet des communistes. On en parle beaucoup en ce moment. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que le travail, ça rime souvent avec galère, surtout chez les jeunes, avec la peur du lendemain. Est-ce que la boîte va pas fermer? Est-ce que quand mon CDD va se terminer, est-ce que je vais être prolongé? Travail, ça peut rimer aussi avec travail qu'on n'a pas
choisi, job un peu étudiant pour remplir le frigo, payer le loyer. Et nous, on veut vraiment que le travail puisse émanciper, on veut vraiment qu'on puisse se réaliser au travail, un travail qu'on a choisi, un travail qui paye bien, qui permet pas juste de survivre, un travail qui permet d'aller au resto, un travail qui permet d'acheter des produits aux éleveurs français, un travail qui permet de vivre. Comment il va chercher les agriculteurs? Non, mais c'est vrai. Il est bien. Parce que dans le débat sur l'agriculture, on le dit jamais, mais si on paye un peu mieux tout le monde, tout le monde a plus de moyens d'acheter français. Ça, je pense qu'il faut le dire. Et donc moi, je suis content qu'on parle de travail. Et c'est pas vrai que le travail doit forcément être pénible. Moi, je pense qu'on peut avoir une société où le travail émancipe et où on se plaît au boulot. En tout cas, c'est ce qu'on défend, nous. J'ai beaucoup aimé sérieusement votre réflexion et je pense qu'elle est importante. Que fait-on dans un monde où, en effet, le travail n'est plus une valeur fondamentale? À votre avis, comment Fabien Roussel est prêt à insuffler un nouvel état d'esprit dans une société qui n'aime plus le travail? C'est la vraie question. Moi, je pense qu'il faut, j'ose dire, révolutionner le travail, en tout cas le transformer en profondeur. Et je pense, par exemple, on dit le chômage. Moi, depuis que je suis né, on me dit, oui, mais le chômage, c'est comme ça, c'est obligatoire, ça fait partie de la vie. Mais ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Nous aussi, la première crise, c'est 73, on était comme ça. On nous dit ça tout le temps, mais moi, je suis pas d'accord avec cette idée. On a des besoins énormes. On veut réindustrialiser le pays. Si on veut demain fabriquer une voiture électrique française en France, on va devoir embaucher du monde. Si on veut relever l'hôpital, si on veut relever l'école, la justice, la police, les douanes, il y a énormément d'endroits, que ce soit dans le public ou dans le privé, où il y a des besoins énormes. Maintenant, est-ce qu'à côté, on planifie un petit peu? C'est pas un gros mot. Et on planifie donc les formations, on ouvre des écoles, on ouvre des IUT, des BTS, des facs, des lycées, et on crée les conditions pour qu'il y ait zéro chômeur. Nous, c'est notre cap, c'est notre projet de société. Je pense que ça va être dur, ça va c'est le projet de boulot, société. c'est notre projet de société. Chômeur, c'est le projet de société d'Emmanuel Macron. Mais sans ambition. Non, mais il n'y a pas plus d'ambition là. J'entends ce que dit Philippe Bilger, ça me hérisse le poil. On part du principe. Non, mais sérieusement, Philippe, on part du principe que une société qui n'aime plus le travail. C'est basé sur quoi? Vous lisez ça quoi? Mais non, mais vous l'entendez. On le voit au Café du Commerce. Non. Mais écoutez. Je vais jamais au café. Ça n'est pas parce que le Café du Commerce, ça peut être un plateau télé, ça peut être une salle de rédaction, c'est blablabli, blablabla. On assène des trucs comme ça. La France travaille, elle travaille pas moins que ses voisins. Là où je suis d'accord avec notre ami, c'est qu'effectivement on a un problème. Oui, bien sûr, avec Hassan, c'est qu'on a un problème, si vous voulez, de plaisir, mais je ne vois pas une France qui n'aime plus travailler. Simplement, la nouvelle génération, elle ne veut pas faire, comment dirais-je, ce que nous avons fait. Elle veut justement s'émanciper dans le travail. Et elle a le droit de vouloir un job. Mais les générations n'ont jamais voulu faire celle d'avant. La nouvelle génération, ça me fait plaisir, mais tous les 20 ans, on change de génération et on le sait. Et donc, on ne veut pas faire celle d'avant. Mais on le fera encore dans 20 ans. Mais moi, je rejoins quand même. Des générations. Quand je vois dans le monde agricole qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus, je veux bien qu'on me dise qu'on veuille travailler, mais on ne veut pas travailler là où il y a forcément des fois de l'emploi. Et surtout, je me permets. C'est un vrai sujet. Je me permets de couper, Johan. Non, mais Johan, Françoise, il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui. Moi, je fais une émission d'emploi tous les mardis qui nous disent moi, je veux travailler 6 mois et ensuite, pendant 6 mois, je veux partir en vacances. Voilà. C'est pas possible. C'est pas ce qu'on appelle aimer le travail. Tu ne peux pas dire. Non, mais Cécile, vous ne pouvez pas dire il y a beaucoup de. Non, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de. Écoutez. Donc, la réalité des générations, par définition, vous enfoncez des portes ouvertes, tous les 20 ans, elles changent. Et effectivement, les modes, le fonctionnement change. Il y a la nouvelle génération veut travailler, elle veut créer des valeurs autrement. Et elle a le droit de vouloir créer des valeurs autrement. Mais c'est pas un mode de vie, François. C'est un mode de vie, et justement, c'est une génération qui n'est pas avide. C'est-à-dire le fait de la plupart des jeunes, vous dites, mon objectif à moi, c'est pas de devenir riche. Mon objectif, c'est de devenir heureux. Il y a quelque chose qui change fondamentalement. C'est quelque chose qu'on ne s'est jamais posé. Il y a une marge entre travailler et devenir riche, François. C'est pour ça que je parle de redonner du sens
sens au travail. Moi, je pense qu'il est là le sujet. Et redonner du sens au travail, ça veut dire aussi un travail à la fois qu'on a choisi et à la fois, évidemment, un travail qui répond aux besoins de la société. Qui rémunère surtout. Oui, mais qui paye bien, parce que je pense que ça n'existe pas, un boulot qui sert à rien. Tout ça, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment un travail utile pour soi, utile pour la société. Il n'y a pas de boulot qui servent à rien non plus. Non, c'est pour ça. On peut pas dire ça. Oui, il y a des boulots qui émancipent pas et qui font pas rêver. Tu vois, par exemple, redonner du sens au travail, c'est important. Il y a des gens quand même dans les abattoirs, par exemple, ce sujet que je connais très bien, dans les abattoirs, il manque de gens. Oui. Et parce que c'est très difficile, mais c'est très dur, objectivement, psychologiquement, de travailler dans un abattoir. Il y a un double problème. Il y a la conviction et le travail. Non, mais c'est terrible. Il y a un double problème. Il y a beaucoup de gens qui les prennent, ces boulots. L'emploi dans les fermes, c'est pas forcément dans les abattoirs, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent y venir y travailler, parce que c'est pas si simple que ça. C'est se lever le matin, c'est des fois arrêter à midi, reprendre le soir. Donc je veux dire, aujourd'hui, moi j'entends quand on dit on doit aimer son travail. Oui, mais si on aime qu'un seul travail ou c'est que c'est complet. Il y a un moment, il faut savoir se réorienter et s'adapter. Françoise, pour info, et la jeune génération ne sait plus s'adapter. François, j'avais des fleuristes hier avec moi dans une émission d'écho qui nous disaient on ne trouve plus personne parce qu'il faut travailler samedi et dimanche. Ah ben, voilà. Donc, voilà, mais je vois aussi moi, cette génération qui est très exigeante et qui dit, qui nous a vu bosser nous les samedis, les dimanches, pas poser les heures sub dans les rédacs, etc. On a travaillé comme des bêtes, on sait qu'est-ce que c'est, voilà, et qui disent nous, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas vivre comme il faudra bien qu'il y en ait. Mais non, mais François, on a vécu dans un monde où le travail était là, suprêmement le désir de tous, et à un moment donné, c'est devenu le travail une sorte de repoussoir. Mais c'est pas un repoussoir, ça n'est pas vrai. C'est juste qu'on a le droit de pas, on a le droit d'avoir une génération qui ne veut pas être esclavagisée comme nous l'avons. Moi j'entends les propos, mais la vraie question, les amis, vas-y, finissez. Non, mais quand même, je veux finir sur les propos parce que si on veut pas travailler, qui finance celui qui peut pas travailler? Personne n'a dit qu'on veut pas travailler. Vous l'avez dit parce que... Mais non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on veut ne pas. Il appartient à la bonne, à l'ancienne. S'il vous plaît, allez, les 0826 300 300, sinon on va jamais s'en sortir. Et David qui attend depuis tout à l'heure, David. Ah oui. Oui, Cécile, c'est compliqué. Hein. Mais bon, après tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort. Mais bon, moi je travaille dans la formation pour adultes. Oui. Et donc j'ai des gens de 18 à... Le dernier, je l'ai eu la semaine dernière, il avait 77 ans pour un renouvellement de... C'est génial. Vous vous rendez compte, 77 ans? Ah oui. Bon, et il travaille encore. Et il travaille encore, parce qu'en France aujourd'hui, il y a des gens à 77 ans qui sont obligés de travailler pour la retraite, je sais. Pour payer la retraite ou payer autre chose. Donc voilà, c'est compliqué. Alors moi je voudrais que M. Roussel, parce qu'il dit remplacer le RSA par du travail pour tous, mais voilà, quel type de travail? Si c'est pour faire les ateliers nationaux de 1848, ça va être compliqué. Non, voilà, parce que il faut faire le travail qu'on aime, mais on n'a pas forcément le travail qu'on aime. Si chacun faisait le travail qu'il aime, ce serait la société, elle serait géniale. Donc il faut un peu retomber, il faut mettre les gens au travail effectivement. Mais parfois, on va bosser, ça ne va pas faire forcément plaisir d'aller bosser. Hein. Moi, je suis formateur, mais des fois, je préfère être, je sais pas moi, berger dans mes Pyrénées. Hein. Mais bon, j'ai pas choisi. Donc voilà. Et sincèrement, alors Françoise, alors les jeunes, oui, c'est pas qu'ils veulent pas travailler. Mais bon, moi, quand je forme des gamins entre 18 et 25 ans, voire 30 ans, c'est compliqué. Oui, parce qu'ils ont pas, parce qu'il faut apprendre à les comprendre, c'est tout. Moi aussi, j'ai des élèves. Mais j'ai des élèves aussi. Donc je vous dis que j'ai été obligé aussi de m'adapter, parce que moi j'arrive avec mes idées de boomer, de toujours travailler comme ça, 35 heures, 40 heures, les grands reportages à l'étranger, etc. Eh bien, il faut les entendre, parce que si on ne les entend pas, eh bien, on se comporte comme des vieux cons. Et la réalité, c'est qu'on ne les comprend pas, et parce qu'on les juge. Donc, avant de les juger, eh bien, il ne faut pas les juger. Parce que tu as tort. Mais François, vous êtes dans la repentance permanente. Mais je suis pas dans la repentance. Ça n'est pas parce que vous voyez des jeunes qui n'ont plus la valeur du travail. Ils ont tous bac plus 5, vous du 6. Françoise, mais si vous avez un bac plus 6, mais que le patron vous dit qu'il faut être là à 8h30, que vous arrivez à 9h, il peut avoir bac plus 10, il part. Vous inventez une génération qui arrive toujours en retard et qui est une génération de feignasses. Je n'ai jamais dit ça. Mais je vous écoute, vous. Françoise,
François, comme vous faites passer des entretiens d'embauche, j'en ai fait passer où la personne n'est pas capable d'arriver à l'heure déjà et qu'elle arrive habillée comme un sang de clou, ça vous en c'est la jeunesse, ça a toujours été ça. Moi, moi j'arrivais en veste cravate pour passer des entretiens. Est-ce que toi, tu es l'exemple et le modèle absolu? Excusez-moi, je peux vous dire un truc, j'ai passé peu de temps au chômage depuis plus de 30 ans et quand j'ai été au chômage, j'ai toujours pris des boulots, y compris aller travailler en carcéral. Parce que, excusez-moi, les techniques qui débarquent en étant habillés comme des saints de clous et qui arrivent avec 10 minutes de retard à un entretien d'embauche, évidemment, ils ne trouvent pas de taf. Tu ne peux pas conclure et commencer un débat avec ce genre de caricature, Philippe, c'est pas possible. Sinon, on fait. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. J'en ai embauché des gens. Mais il n'y a pas que ça. Mais vous n'avez pas embauché ceux-là. Mais il n'y a pas que ça. Tu ne peux pas. Ils sont encore au chômage. Mais non, tu ne peux pas faire un débat comme ça avec des caricatures. Mais je l'ai vécu. Excusez-moi, je l'ai vécu. Mais vous adaptez votre opinion à l'époque. Hassan Lacour. Bien sûr, c'est dans l'époque. C'est intéressant, je pense que pour revenir sur ce que dit votre auditeur, David, je crois qu'il s'appelle. C'est intéressant ce qu'il dit. Monsieur travaille dans un centre de formation. Et quand on parle du travail, moi je pense aussi qu'il faut inventer une nouvelle, c'est ce qu'on propose Fabien Roussel, un droit aussi à changer de boulot tout au long de sa vie. Moi, je suis assistant social. Je pense que c'est un métier qui use, les métiers de la santé et du social. Je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Et nous, dans ce qu'on propose, il y a une garantie de l'emploi de la formation et pour que quand on veuille changer de boulot, on puisse être formé et être accompagné dans cette formation, par exemple dans le centre de formation de votre auditeur, et qu'on puisse pendant ce temps-là avoir une garantie de revenus, comme une forme de maintien de salaire pour pouvoir se former et faire autre chose. Et si demain, si vous en avez marre d'être journaliste, que moi j'en ai marre d'être assistant social, et qu'on a envie d'ouvrir ensemble un bistrot à Tournefeuille, je pense que chez nous en Haute-Garonne, je pense que ça serait bien qu'on puisse être accompagné, parce qu'il faudra qu'on se forme. Pour se former, il faudra qu'on soit accompagné. Et on sera d'accord pour venir sans avoir d'accident de parcours, parce que des fois il y a des drames, et quand on change de boulot, de passer d'un boulot à un autre, on a des périodes de chômage, des fois il y a des soucis, voilà. Donc juste un petit mot, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Moi je veux parler des seniors aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des seniors. De moi. Non, mais un senior aujourd'hui c'est 50 ans, 45 ans. Là il y a un vrai souci aussi sur les seniors maintenant, que les jeunes veulent faire autre chose. En tout cas il y a plein de seniors aujourd'hui qui veulent travailler et qui ne trouvent pas de travail aujourd'hui. Là il y a un vrai truc à faire. Ça c'est un vrai sujet, ça c'est sûr. Et d'ailleurs avec et presque plus que pour les jeunes, parce que la société vieillit aujourd'hui. Et ça renvoie à tout le débat, on pourra parler des heures, mais sur le débat sur les retraites, parce que quelqu'un qui devait partir à la retraite à 62, qui va partir à 64, la vérité c'est qu'il retrouvera pas de boulot cette période. Donc c'est pour ça que cette réforme était aussi un drame, mais c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Mais en tout cas, je pense... ils arrivent à l'heure, vous allez voir, François. En tout cas, je pense qu'il faut aussi qu'on a aussi une génération qui est curieuse, qui a envie de découvrir plein de choses. Et si on a envie de changer de boulot, il faut qu'on puisse être accompagné là-dedans, parce que ça pourrait créer des vocations et donner des choses formidables. Et il y a des choses qui existent, mais c'est pas suffisant. Hassan, je vous préviens, si un jour on ouvre un bar à Tournefeuille ensemble, on n'invite pas Bilger à l'inauguration, il bouffe tout. Alors là, les autres n'ont rien. On va être d'accord pour dire qu'on viendra consommer chez vous. Alors, et j'amènerai toute ma bande de jeunes, vous verrez. Et même les beatniks, vous les servirez. Ils auront une carte de crédit qui est créditée. C'est sûr que pour boire des coups, les gens, ils sont toujours là. Merci. Excusez-moi, merci beaucoup Hassan Lacour d'avoir été avec nous, secrétaire général des jeunes communistes. Avec plaisir. David, avec vous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Vous allez pouvoir vous battre contre les vraies voix et ça c'est pas mal. Vous voulez faire le qui c'est qui l'a dit, Hassan, avec nous? Allez. Eh ben, c'est parti. Allez, encore un candidat de plus. Ah oui, à chaque fois un rival, franchement. Il est au bout du rouleau, Philippe. Allez, tout de suite. Allez, on se dépêche, Philippe David, on va être en retard. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h. Enfin, en tout cas, si on arrive au bout, parce que c'est pas gagné aujourd'hui. On est vraiment en désaccord, mais c'est un truc de fou. Mais en fait, on s'aime. Mais c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est ça le débat. On est d'accord, tout fout le camp. Ouais, tout fout le camp. Même les jeunes. Allez, Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe Bilger, Johan Barbe est avec nous, producteur de lait dans les Vosges. Et puis on vous a gardé Hassan Lacour, bien entendu, du Parti communiste français. Et bien entendu, notre joueur leader, c'est David. Ça va, David?
Ouais, on fait aller, on est obligé, malgré tout ce qui se passe sur le plateau, on est obligé. Ah bah Il est drôle. Mon Dieu. Et c'est à vous, David, de lancer le jingle. Bah oui, allez-y. Attention. Bon, le jingle, allez, les vraies voix, c'est un peu comme Gold, on est un peu plus près des étoiles. Sud Radio, le quiz de l'actu. Un peu plus près des étoiles. Mon Dieu, Le karaoké. groupe parisien le plus connu. Les amis, question qui c'est qui l'a dit 3 points. Alors David répond en premier et après les vraies voix vous répondez à ça. Absolument. Sur l'Algérie, Bruno Retailleau utilise un rapport de Matamor avec un fond raciste qui est le sien. Coquerel. Bonne réponse de David. Oh la vache. Qui engrange 3 points. Ça y est, il nous scie. Qui c'est qui l'a dit sur la décision de justice favorable à Julien Bayou? La justice a ses critères. Maintenant, il reste la question politique. David. Sandrine Rousseau. Bonne réponse de David. Qui c'est qui l'a dit 3 points. Le Canada n'est pas un vrai pays. Trump. Non. Bonne réponse de Françoise. C'est un poil plus rapide. Si c'est pas non, c'est l'autre. De toute façon, les deux clowns. Non, ça aurait pu être Bonne aussi. Oui, t'as raison, c'est vrai. Ou Vance, il y en a 4 maintenant. Alors, regardez sur la gauche, je pense qu'on vient de perdre Philippe Bilger. Il est au bout du rouleau. Mais moi, j'avais une réponse là. Il a été plus rapide que moi. Qui c'est qui l'a dit, David? Il faut arrêter de dire que les élus ne veulent pas construire des centres de détention sur leur territoire. David. Langauchin. Ça pourrait être Darmanin. Il aurait pu être Premier ministre. Ah bah oui. Oui, c'est qui? Le Cornu? Non, ministre de l'Intérieur, je vous dis une bêtise. Vauquier. Non. Ah bah alors. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, vous êtes sûr? Non, c'est je suis pas sûr. Non. Bon, mais vous me donnez... Écoutez, personne n'a Il est patron d'une région en haut. En haut? Il l'a dit en premier, Xavier Bertrand. Ah si. Ah ben, Johan, non, c'est les jeunes qui l'entendent, désolé. Mais c'est pas parce qu'il vient d'arriver. Il l'a dit en premier, je l'ai entendu. Il l'a dit en premier. Elle était plus près. Allez. Je suis témoin de moralité. Les amis. J'accepte parce que... Il devait être quoi, Xavier Bertrand? Ministre de quoi? D'éducation nationale? Premier ministre. C'est bien ça. Ministre de l'Agriculture dans le remaniement du dossier. Allez, question qui c'est qui l'a dit 3 points. Oui, je veux supprimer le RSA. David. Oh, bah facile. Hein. Roussel. Voilà. Non mais, ça textote. Non, je laisse parler l'auditeur. C'est bien la jeune génération, ça, il accepte de perdre. Je respecte les règles. Non, mais la même mauvaise foi que Bilger. Qui c'est qui l'a dit, David? J'aurais préféré qu'on ferme l'Arcom plutôt que C8. David. Non. Ciotti. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui a été le premier. Là, il n'y a pas de drame. Quand il s'agit d'un homme intelligent, personne ne me contredit. Question qui c'est qui l'a dit 3 points sur le Mercosur. Je n'ai pas aimé qu'au lendemain même de la chute de mon gouvernement, elle se précipite pour signer cet accord. David. Manuel Macron. David. Oui, non, je suis là, Attal. Non. Bonne réponse de Françoise Degois. Oui, Michel Barbier. C'est l'autre. Eh bien, 9 pour David, 6 pour la dernière. Allez, la dernière. Attention. Qui c'est qui l'a dit? Tiens, sur Dominique de Villepin. Je l'écoute et je ne comprends pas ce qu'il dit. Alors, c'est un ancien ministre. J'adore. David. Ancien ministre. Auvergnat. Hortefeux. Hortefeux. Oui. Philippe Bilger. Ah non, il a dit en plus, il fallait parler en première. Non, mais j'ai même Il ne savait pas. Il savait Bon, pas. David. Le verdict est tombé, 3 points. Je suis bon joueur, je donne les points à Philippe Bilger. Merci. Vous n'êtes pas comme lui. Alors, verdict, vainqueur David, 9 points. Philippe Bilger, 6 points. Françoise Degois, 6 points. Johan, 3 points. Et Hassan a fait du social. Et il a laissé les points à tout le monde. Hassan a fait du jeune, en fait. Vous qui êtes patron des jeunes communistes, j'ai une question à vous poser. Comme Philippe Bilger a dit qu'il était d'accord tout le temps avec Fabien Roussel, est-ce qu'on doit l'appeler camarade Bilger maintenant ou on l'appelle toujours Philippe? Non, mais il dit ça, c'est parce qu'il n'a pas vu le programme. C'est le problème des gens de droite qui aiment bien Fabien Roussel. Tu sais, c'est exactement comme Villepin qui fait croire à la gauche qu'il est plus de droite, tu vois. Allez, les amis, on remercie bien entendu David. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Pardon, David?
Non, je disais merci à tous. C'était très sympa. Très bien, très bien. On vous embrasse très fort en tout cas. Merci beaucoup à Hassan Lakehoul, secrétaire général des Jeunes Communistes, pour son humour aussi, bien entendu. Dans un instant, le journal et puis la météo avec Rémi André et Philippe David. Laissez-nous séduire tranquille. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter un petit peu partout. On est disponible sur tous les réseaux sociaux, bien entendu, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, enfin un petit peu partout. Et sur cette chaîne YouTube, mes amis, le million. Ah, on l'approche là. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous arrêtez sur le côté, vous sortez du métro ou du bus, ou vous prenez votre téléphone si vous êtes sur le canapé, et bam, on s'abonne. Et puis voilà, et comme ça, Madame de Ménibus et Monsieur Philippe David, ils seront très contents. Ben, on sera tous contents. Et on vous remerciera, on fera la danse de la joie. Françoise de Gois sera contente, ça veut tout dire. Bah oui, c'est pour vous dire. Arrêtez de laisser penser que les auditeurs qui pensent comme moi sont minoritaires. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La gauche, manifestez-vous au standard, s'il vous plaît. Mais arrêtez de penser, Françoise, déjà, ça va nous faire des vacances. Mais allez, la majorité partirait. C'est que je me mets au diapason de cette émission. Je pense pas, je répète des trucs, tu vois. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et puis, vous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300. On vous rappelle, et Brigitte est avec nous. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir à toute votre équipe et bonsoir à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous vouliez rendre un bel hommage, Brigitte. Un bel hommage, je ne sais pas. En tout cas, je voulais saluer et remercier Yaël Braun-Pivet d'avoir accepté cette initiative symbolique demandée par le député Julien Audoul et qui honore la République française et ses représentants. Voilà, d'illuminer l'Assemblée nationale en orange en l'honneur de la famille Bibas. Voilà, c'est un hommage qui était manifestement nécessaire, tellement ça a chamboulé tous les cœurs, des bébés, une maman massacrée, c'est la négation d'humanité. Donc voilà, il y a d'autres mairies comme Saint-Mandé ou Perpignan qui ont aussi allumé d'orange leur bâtiment en mémoire de Chéri, Ariel et Kfir Bibas. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu émotionnée parce que la journée a été un petit peu difficile aujourd'hui. Je pense pas que pour moi, pour on le comprend. Pour la plupart des gens qui ont un cœur. C'est vrai qu'on on a tous une infinie tristesse et pour cette famille et une colère sourde. Voilà, donc j'espère que les autres otages seront très vite libérés tous ensemble parce que là, ça devient vraiment difficile. Brigitte, déjà, on vous remercie de partager ce témoignage et cette émotion avec nous en direct, ce qui n'est pas évident. On ne peut forcément que soutenir. Yaël Braun-Pivet a très bien fait. Yaël Braun-Pivet, absolument, de ces mises, en tout cas, de cet hommage sur l'Assemblée nationale, François. L'illumination orange de l'Assemblée. Je trouve ça très bien, en hommage à la chevelure rousse de Kfir, qui est devenue, depuis le 7 octobre, le symbole, absolument. Le symbole du pogrom, le symbole des otages, le symbole, voilà, cette famille martyrisée. Moi, je ne suis absolument pas juive et je suis une républicaine et j'ai mal, autant que si c'était véritablement ma famille. J'ai mal, j'entends les paroles du père de Yarden, j'ai mal pour Déchirante. lui. C'est déchirant, voilà, c'est tout simplement déchirant et comme sera déchirant mon coup de gueule tout à l'heure sur les vidéos balancées par Donald Trump, voilà, tout est déchirant, c'est un Proche-Orient que j'aime parce que j'y ai vécu, je connais cette région comme ma poche et j'aime les gens de cette région et je suis de tout cœur avec vous et merci Yaël Braun-Pivet. Johan Barbe, c'est vrai que c'est purement symbolique, mais c'est quand même, il fallait le faire, mais c'est important, oui. C'est important, ça permet aussi à ce que tout le monde comprenne ce qui s'est passé et surtout qu'on laisse pas dans l'impunité tout ce qui est en train de se passer en dehors de nos frontières, parce que ça peut vite revenir. Et j'ai quand même l'impression qu'on met toujours sous cloche ce qui se passe ailleurs. Et là, ça permet de le mettre devant tout le monde. Et c'est bien d'avoir cette cohésion et cet hommage mondial autour de ces sujets, autour de ces drames. Merci beaucoup, Brigitte. En tout cas, de ce témoignage, je sais que c'était pas compliqué, c'était pas très simple pour vous. Beaucoup d'émotions. Merci beaucoup d'avoir avec nous et votre voix résonne, bien entendu. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez au 0826 300 300. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Laissez-nous séduire tranquille, j'en peux plus des dames patronesses de la morale. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Soyez les bienvenus tous les jours dans cette belle maison des vraies voix à Sud Radio. On vous accueille. Venez comme vous êtes. Enfin, oui, ça dépend. Si vous êtes comme un pique-nique, bien, voilà. Parce que vous vous souvenez qu'en 1982, Philippe David avait recruté quelqu'un. Non, j'étais au lycée en 82. À 9h12 était arrivé en retard. C'est la meilleure année. Non, mais si vous dites à Philippe David, venez comme vous êtes, bon, bah, après, il faudra pas chercher. Hein. C'est-à-dire normal. Voilà, normal. Allez, tout de suite, votre coup de gueule, mon cher Philippe. Ah non, c'est les jeux. Pas du tout. D'abord du bonheur. On avait dit du bonheur. C'est vrai que Maxime, on avait dit du bonheur. Allez, c'est le moment pour vous de jouer avec Sud Radio pour gagner un bon pour un séjour d'une valeur, écoutez bien, de 1200 €. 1200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra en famille ou entre amis. Vous allez pouvoir choisir parmi les 45 clubs hôtels de vacances, que ce soit à la montagne, à la mer, en campagne, où vous voulez. En attendant, pour gagner, il suffit, vous allez voir, c'est facile, le 0826 300 300. Vous pouvez appeler dès maintenant. Et Johan, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 7. 7e appel au standard, 0826 300 300. Attention, vous n'avez que 7 minutes. Allez tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 10e arrondissement de Paris. Pourquoi le 10e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve le siège des écologistes et que les derniers propos de Sandrine Rousseau me semblent totalement surréalistes. En effet, après le fiasco de ses accusations contre Julien Bayou, qui n'a rien à se reprocher selon la justice, la députée a déclaré aujourd'hui, je cite, « Ce qui apparaît assez nettement, c'est que Julien Bayou a utilisé son militantisme pour rencontrer plusieurs personnes qui venaient intervenir lors d'événements des écologistes. Est-ce qu'on accepte ? Est-ce que c'est dans nos valeurs qu'on puisse utiliser ces fonctions pour entrer en relation avec certaines femmes qui se sont plaintes de son comportement, avant d'ajouter « On ne peut pas se plaindre qu'il y ait 36% de femmes à l'Assemblée ou au Sénat et ne pas décrypter ce qu'il se passe à l'intérieur des partis pour les fragiliser et les comportements de séduction qui peuvent s'apparenter à des comportements de prédation. » Alors n'en déplaise à Sandrine Rousseau, qui a décidé de devenir la nouvelle dame patronnesse de la morale, oui, on peut séduire dans un parti, un syndicat, une association, un club sportif, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit et sans que ce soit répréhensible. On peut séduire au travail d'ailleurs, où se sont rencontrés 17% des couples français et 25% en Ile-de-France, sans mériter d'être affichés sur Balance ton port, parce que, par exemple, l'homme aurait un poste supérieur hiérarchiquement à celui de la femme. Et non, ne vous en déplaise, madame, séduction ne rime pas avec prédation, on peut tenter de séduire, et si ça marche pas, passer à autre chose, ça s'appelle un râteau, et nous en avons tous pris un jour ou l'autre dans notre vie sentimentale. Non, pas moi. Je plaisante. Ça m'aurait étonné. Non, j'ai pas pris des râteaux, j'ai pris des pelles, moi. Allez. Alors merci de nous laisser tranquilles dans nos baskets, de nous laisser nous séduire courtoisement et subtilement. Et je dois dire que j'aurais aimé que la professeure de morale Sandrine Rousseau soit aussi à cheval sur la morale avec Daniel Cohn-Bendit, élu de son parti, qui racontait que c'était fantastique de se faire déshabiller par des gamines de 5 ans, qu'avec Julien Bayou qui aurait conditionnel, tenter de séduire des femmes majeures. À bonne entendeuse, salut. En réalité, je suis totalement d'accord, Philippe, mais ce que dit Sandrine Rousseau, c'est une formule qu'on utilisait beaucoup dans les univers professionnels lorsqu'on disait « il ne faut jamais séduire ou coucher dans sa paroisse ». L'idée que, en réalité, dans le monde où on travaille, il faut faire attention à ne pas nouer des rapports qui dépasseraient le strict plan professionnel. Vous n'avez pas rencontré votre femme sur votre lieu de travail par hasard ? Mais pas du tout. Mais... Non. Moi, j'ai rencontré mon mari sur mon lieu de travail. Voilà. Oui. Et de sorte que il est. Non, mais c'est l'histoire. Il est le mari. Mais donc il faut pas confondre. On peut concevoir de faire attention dans le milieu professionnel et de ne pas se comporter de manière vulgaire. Et puis, mais pour le reste, mais on peut séduire courtoisement sur le lieu de travail. Désolé. Bien sûr, mais après c'est le principe de précaution, nos job in job. Tu sais, c'est ce que disent les Américains. J'ai pas osé le dire. Mais on a le droit de le dire. Nos job in job. Non, mais nos job in job, c'est ça, c'est le principe. Mais bien sûr. Partons du
principe qu'on travaille 8 heures par jour dans une entreprise. La réalité, c'est que je pense que Sandrine Rousseau ne sait plus comment s'en sortir sur l'affaire Bayou. C'est juste ça. Donc ça sert même à rien, si tu veux. Ce serait simple de s'excuser, c'est tout, en disant pardon, je suis peut-être allé un peu loin. Il suffirait de s'excuser. Et par ailleurs, sur les Verts, d'abord, Daniel Cohn-Bendit n'est plus membre de ce parti. Mais il a été pour longtemps, il a été élu et tout. Mais il a été élu, bien sûr, mais il y a bien des années, bien avant que Sandrine Rousseau arrive à la direction. Et les Verts ont quand même toujours fait le ménage. Je vous rappelle quand même que Denis Baupin, c'est pas du fantasme, c'est une réalité. Et Denis Baupin a été dégagé manu militari. Mais Bayou, c'était une chasse à l'homme. Je voudrais absolument comprendre tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Un jour, j'aimerais bien qu'un Vert me l'explique, si tant est que quelqu'un soit capable de m'expliquer. Voilà. On a le droit de séduire et de manière... VERT. Je comprenais pas. Johan Barre, on a l'impression qu'avec les nouvelles dames patronesses de la morale, on n'a plus le droit de séduire sur le lieu de travail ou ailleurs, non? On a bientôt plus le droit de rien faire, mais pour moi, on a vraiment le droit. Et en plus, c'est souvent partagé. Et c'est ça qui est important. Il faut que ça soit partagé des deux côtés. Peu importe. Voilà, c'est l'excès qui est pas bon. Mais bien sûr. Mais la morale, la faire aux autres, il faut déjà se la faire à soi-même. C'est ça. Et pour moi, alors je suis pas tout à fait d'accord. Le boulot, pas le boulot, il y a plein de choses qui sont attenantes. Vous pouvez vous croiser dans le métro, un regard, et ça peut marcher. Bien sûr, dans le métro, l'excès, il connaît, lui. Pourtant, tous les matins, on prend tous sur le métro. Comment on monte des réputations. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite, l'info en plus, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Donald Trump vient de le confirmer, il rencontrera Volodymyr Zelensky vendredi pour parler d'un accord sur les minéraux. Rencontre à Washington. Pour rappel, le président des États-Unis avait réclamé un accès privilégié aux minerais du sous-sol ukrainien, accès aux terres rares en compensation de l'aide américaine apportée à l'Ukraine depuis le début de la guerre d'invasion russe, notamment par son prédécesseur Joe Biden. Donald Trump qui chiffrait le montant dû, selon lui, par l'Ukraine à 500 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky avait d'abord répondu niet. Pas question de signer un accord que 10 générations d'Ukrainiens devront payer, avait-il dit. Puis finalement, il semble un peu s'être résigné, en tout cas à l'idée d'un accord. C'est bien de ça dont il sera question après-demain, même si le président ukrainien conteste l'idée que, par principe, son pays aurait une dette. Le plus important pour moi était que nous ne sommes pas débiteurs, dit-il, et que malgré ce que disent les médias, l'accord ne prévoit pas 500 milliards de dettes, 350 milliards ou 100 milliards, parce que tout ça, ce serait injuste pour nous, indique Volodymyr Zelensky. Il entend bien conditionner vendredi tout accord sur les minerais à des nouvelles garanties de sécurité qui permettraient de dissuader la Russie de toute invasion future. Au final, selon les fuites, le projet d'accord sur les minerais sur les terres rares comporterait une référence à la sécurité de l'Ukraine, mais pas vraiment de garantie très concrète. D'où cette question cruciale aussi que le président ukrainien dit vouloir poser à son homologue américain vendredi à Washington. Voulez-vous, oui ou non, arrêter toute aide à l'Ukraine? Et de la réponse, évidemment, dépendra sans doute la signature ou non de la part de l'Ukraine d'un tel accord. Il y a un deal, vous avez lu, la presse américaine elle va très très loin sur le deal. Ils ont quasiment le deal. D'abord, la somme de 500 milliards de dollars a disparu. 500 milliards de dollars n'est plus mentionné dans ce deal. Il est question de créer un fonds, en réalité, qui serait abondé par l'Ukraine. 50% de la production des minerais irait sur ce fonds. Les Américains en récupéreraient une partie pour faire de l'investissement dans la reconstruction de l'Ukraine. Donc, en fait, c'est pas mal. Ça n'est pas si mal. Il faut enlever la comédie de Trump, la comédie même de Zelensky, et aller au fond, et vous verrez qu'au fond, je pense que le deal est pas si mal. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Merci beaucoup. Et ce numéro de téléphone a sonné, oui, le 7e appel au standard. Elle s'appelle Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Ma chère Sylvie, est-ce que vous avez bien compté sur vos doigts? 7e appel au standard. C'est vous. Voilà. Alors, écoutez bien ce que vous avez remporté. Vous avez remporté un bon d'achat donc pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans un des clubs hôtel Bellambra. Donc vous allez pouvoir partir avec 4 personnes, en famille ou entre amis, vous choisissez, dans l'un des 45 clubs de vacances à la mer, à la montagne, où vous voulez, ou en campagne. Vous habitez où? À Villefranche de Lauragais? De Lauragais, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, mais c'est génial, c'est la première fois que je gagne quelque chose, donc je suis super contente, c'est formidable. Et vous faites quoi dans la vie, Sylvie? Alors moi je suis préparatrice en pharmacie. Magnifique. Très bien. Et vous n'êtes pas partie en vacances depuis combien de temps?
Depuis l'été dernier. Ouais, ça fait loin, non mais c'est bien. Ça va faire un bon moment. Oui, là. ça fait loin. Vous pouvez choisir en plus la mer, la montagne, la campagne. Hein, Sylvie, normalement, quand les auditeurs gagnent, ils crient. Oui, mais je crie youpi. Merci Sylvie, bravo, félicitations. On est très heureux de vous offrir ce cadeau. On vous fait Merci à vous, parce que vous êtes super, toujours optimiste, joyeux, c'est génial. Merci beaucoup Sylvie, on vous embrasse très fort et merci de nous écouter. Même les jours où il y a Françoise Degois, vous voyez, Non, mais je l'aime beaucoup, Merci Sylvie, merci. Oui, ça met du piment, quoi. C'est voilà. C'est bien. Dans la fadeur Bilger. C'est votre troisième soutien. C'est pas mal, hein, ça commence un peu. On commence. Merci Sylvie. Alors je sais pas si Sylvie est vivrange de l'oreiller ou d'Espelette, comme il y a du piment, mais ça on va vérifier. Sylvie, on vous souhaite de très bonnes vacances en tout cas, avec ce très joli cadeau. On est très heureux de vous l'avoir offert avec Sud Radio et Bellambra. On vous embrasse très fort et on fait une petite pause. On revient dans un instant avec le tour de table de la rue des vrais voix. Voilà, c'est comme ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parle les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix autour de cette table. Je ne sais pas si le mot vrai est toujours bien approprié à chaque émission. Il n'y en a qu'une de vraie. Voilà, c'est la mienne. C'est ça. Votre deuxième prénom, c'est Modeste. Oui. Vous savez que si tout le monde parle en même temps, personne ne comprend. Vous savez, on a entendu c'est hyper intéressant. Philippe Bilger, Françoise Degois, Johan, parce qu'ils doivent se dire Johan Bab en disant, dis donc, la Ménibus, elle. Non, mais c'est la mère tape dure, ça on t'avait pas prévenu, mais je te dis que là on producteur de lait dans les. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se donne un genre. Mon Dieu. Je note votre nom. Je comptais vous donner. Elle a besoin d'appeler un ami pour s'en sortir. Pas du tout. J'allais vous donner une image, je l'annule. Imagine Johan dans une salle de classe. T'as dû être terrible pour tes institutrices et tes instituteurs. Ils sont en retraite. Tous décédés. Ils sont morts. Mon Dieu. Allez, les amis, tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Je suis obligé de le dire, c'est dans le titre. Mais on est chez les fous, là. Vous avez deux méthodes de pompage. Ah, d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Oui. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. Le tour de table, c'est pas Cécile. L'absurdité, bienvenue dans l'absurdité. J'expliquais le fonctionnement d'une pompe à chaleur. On n'avait pas compris du tout. Non, mais tu nous payes un marqué débile ou c'est un peu facile? Non, mais je vous connais bien. Non, mais oui, d'accord. Enfin bon, excuse-moi, mais. Mon Dieu, ce temps. Non, mais ne faisons pas confiance à Maxime, notre réalisateur. Il a été sympa, il a préservé la pudeur générale. Philippe Bilger. Alors là, un sujet sérieux que je vais traiter en très peu de temps. C'est la prédilection, tu sais, la prédilection. À Lille, le 5 mars, une conférence sur le frérisme de Florence Bergeau-Blaclair a été interdite à cause de l'intervention d'un mouvement qui s'appelle l'Union étudiante. Dorénavant, il y a tant de conférences interdites, annulées, censurées, impossible à donner, que en définitive ça ne nous choque plus. Évidemment, c'est toujours les mêmes qui voient leurs conférences interdites, celles ou ceux qui ont des choses intéressantes à dire, qui sortent des chemins ordinaires, qui ont une vision lucide sur la société et sur les dangers qui menacent la France. Évidemment, de nouveau le 5 mars, elle est interdite, c'est un scandale. Françoise Degois. Après, la France insoumise vous répondra que c'est pas toujours les mêmes, que Jean-Luc Mélenchon a eu une conférence interdite à l'université de Lille et que de son point de vue à lui, ce qu'il dit lui est tout aussi important que ce que dit Florence, que j'apprécie beaucoup, et que pour lui, la société est en danger de notre point de vue. Ce que vous êtes en train de découvrir, mais on ne va pas découvrir la Lune, c'est la polarisation absolue du débat. Ça devient intenable. Et c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire, vous devez absolument
absolument être dans une case. Et ça, moi, là, on va arriver à la fin de l'oxygène, en fait. Je suis totalement en désaccord avec le fait qu'on interdise, comme je suis en désaccord avec le fait qu'on interdise les conférences de Jean-Luc Mélenchon. Je suis en désaccord avec l'interdiction. Voilà. Et totalement, ça m'est insupportable dans un sens qu'on a. C8, par exemple, est interdite, mais pour 1000 raisons qu'on peut entendre, mais je ne suis pas d'accord au fond pour qu'on interdise. Ça ne sert à rien d'interdire en réalité. Ça ne sert à rien. La seule chose qu'on doit interdire, c'est les propos antisémites qui tombent sous le coup de la loi, homophobes, racistes, etc. Donc, mais c'est la démonstration, c'est pas que tout fout le camp, c'est la démonstration de la polarisation folle du débat. C'est fou, Françoise, vous frôlez parfois de si près la lucidité politique que parfois je me demande comment vous pouvez demeurer socialiste. Parce que je suis de gauche et que vous vous trompez sur ce qu'est le socialisme, mon petit bonhomme. Parce que vous avez une idée. Jamais réussi à le définir. Mais non, on le définit très bien. On a même gouverné. Je sais que ça vous. Oui. On avait un président qui vous aimait beaucoup trop d'ailleurs, la FNSEA. Oui, il vous aimait beaucoup trop. Il buvait trop de coups avec vous, plutôt que de Mitterrand. Ouais, non, je parle de François Hollande et vous le savez très bien. Et donc voilà. Donc c'est parce que vous avez une idée caricaturale de la gauche. Bien sûr. Mais c'est vrai que la liberté d'expression, elle est en danger pour vous, Johan Barre, quand on voit les conférences annulées sous les menaces et les coups. Ouais, vite. Non, mais elle est plus que en danger. Je veux dire, dans un pays des droits de l'homme où la liberté devrait être là. Enfin, où est mai 68, où tout le monde avait le droit de dire tout ce qu'il pensait. Je veux dire. Je fais pas partie de ces générations, mais si je me tourne un peu partout toute la table, vous avez connu plus que moi mai 68. Non, on avait la réalité. Non, on n'était pas nés. Je vais appeler la clinique, moi, pour faire un peu de chirurgie esthétique. Parce que... Je n'avais que 25 ans, Johan. Moi, j'avais les libertés. Oui, déjà bonjour. Je vous appelle. Bonjour, madame, c'est pour les rides et pour les poches sous les yeux. Merci. C'est pas possible, trop de travail. Je recommence. Oui, les BTP, bonjour. C'est pour une refonte totale. Moi, j'avais 1 an et demi. Allez, puisque vous avez la parole, Johan Barre, au lieu de raconter des âneries, les négociations commerciales en cours qui peuvent mettre en péril les revenus des producteurs. Ça, c'est un vrai risque en ce moment où finalement 5 enseignes de la grande distribution se sont mis d'accord ce matin pour faire avancer et sauver le monde agricole. C'est comme ça qu'ils le présentent. Moi, je leur demanderai de la responsabilité dans ce qu'on appelle les box de négociation. Ces box de négociation, c'est quoi? C'est juste aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois, on peut négocier les tarifs d'achat. Oui. Alors, normalement, pas aux agriculteurs, parce que la MPA, donc la matière première agricole, n'est non négociable. Mais au moment où on se parle, tout le monde essaye, par le pouvoir de ces box, d'assurer le pouvoir d'achat des Français de demain. Mais à chaque fois qu'on fait une baisse du pouvoir d'achat, soit c'est les agriculteurs qui payent, soit c'est des industriels qui disparaissent, et tout sera fait à l'étranger. Donc la responsabilité collective, ça veut dire qu'on fait des filières, on part des producteurs et on va jusqu'aux consommateurs, et on s'assure d'une traçabilité de la répartition de la valeur. Et en ce moment où on se parle, beaucoup n'ont plus compris cet intérêt logique des filières, et franchement ceux qui sont exprimés ce matin, et Leclerc qui n'était pas présent, donc ça en dit long, doivent reprendre les négociations avec sérénité sur le territoire national, pas à l'extérieur, avec des normes qui ne sont pas du tout les nôtres. C'est vraiment le seul sujet. Les box, parce qu'il parle des box, mais il faut voir comment ça se déroule, les négociations commerciales. Hein. Vous arrivez, et puis vous avez un type qui vous dit c'est ça le prix. C'est ça. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et si tu veux négocier une grande maison qui s'appelle Danone un jour, c'est Franck Ribou qui nous racontait ça, pas ici, enfin moi, a voulu un jour jouer en disant ok, vous prenez pas mon prix, très bien. Eh bien il a été déréférencé pendant une semaine, hein, c'est sorti des rayons d'une grande enseigne de la grande distribution, hein, et ben c'est lui qui est revenu à Canossa, c'est lui qui est revenu la queue entre les jambes. Donc non mais moi ça me fait pas plaisir, parce que c'est une véritable mafia, cette manière de mettre du rapport de force. Il faut en terminer, parce que ça fait crever les filières, ça fait crever les industriels et ça fait crever les agriculteurs. Et parfois, arrêtez de dire que c'est pour le consommateur, parce que c'est pas toujours pour le consommateur. Merci beaucoup, Cécile de Battre-Genre, je suis le Robin des Bois. Et on perd la souveraineté alimentaire de l'ensemble des filières françaises, donc on va importer l'agriculture qu'on ne veut pas manger en ce moment. Moi qui suis un être futile, quand vous avez parlé de boxe, j'ai pensé à autre chose. Ouais.
D'accord, bah, écoutez, tant mieux. Voilà. Le box-office. Le box-office, exactement. Non, plein de box. Françoise Degois, allez, je vais vite, parce sur que cette vous serez tous... vidéo. Oui, j'ai pas de mots en fait sur cette vidéo. Donald Trump, sur son réseau social cette nuit, a publié cette vidéo délirante de ce qu'il veut voir être et devenir Gaza. Vous savez, la Riviera, mais c'est lamentable. Je sais pas comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, se pâmer devant ce clown. Vous avez 1 minute 30 où vous avez la Trump Gaza, vous avez la tour, vous avez des enfants qui jouent, vous avez des dollars qui pleuvent, vous avez Elon Musk en train de manger du houmous. C'est lamentable de faire ça. C'est à mi-chemin entre la provocation, le jeu cynique. Il y a 40 000 morts à Gaza. Alors je vais pas donner les chiffres du Hamas, je vais donner les chiffres à peu près, ok? Je vais pas dire selon le Hamas. Gaza est un désastre pour les gens qui ont connu Gaza. Non, mais il n'y a pas de oui mais. On ne s'amuse pas à ça. Mais enfin, comment est-ce que vous pouvez Netanyahou le voulait. Mais je m'en fous de Netanyahou. Ce n'est pas parce que j'aime Israël que je défends Netanyahou. On s'en tape. On ne fait pas ça. C'est non seulement indigne, indigent, ça ne crée aucune valeur, si ce n'est de rajouter de la haine. Et en plus, il met sa Trump Gaza, c'est comme ça, Trump Tower à New York, pour les gens qui connaissent. C'est insupportable. J'ai pas de mots, voilà. Merci beaucoup, Françoise. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur François Bayrou, qui réunit un conseil interministériel sur l'immigration en pleine crise avec l'Algérie. Paris riposte au refus d'Alger d'accueillir ses expulsés. Alors parlons vrai. Est-ce que depuis trop longtemps la France est faible face à Alger? Et à cette question, vis-à-vis de l'Algérie, faut-il aller, vous dites, à 88% au bras de fer, à 10% à la négociation et à 2% ne rien changer? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Driss Ghali est avec nous, écrivain politique et conférencier, auteur de ses livres, L'identité d'abord et Lettre ouverte d'un immigré français qui ne veut pas disparaître, publié chez L'Artilleur, et d'une contre-histoire de la colonisation française, publiée chez Jean-Cyril Godefroy. Petite question rapide, est-ce qu'il faut en finir avec la repentance côté français? Oui, bien entendu. Il n'y a pas de place pour la repentance. D'ailleurs, l'Algérie ne demande pas la repentance à la Turquie, qui l'a colonisé plus de 300 ans et qui n'a laissé malheureusement aucune infrastructure et qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie. Ce qui doit être d'actualité, c'est le rapport d'égal à égal et ce qu'on peut faire ensemble, pas les insultes et les crachats que l'on peut échanger des deux côtés de la Méditerranée. Allez, bougez pas, on revient dans un instant. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois, notre petit nouveau, Johan Barbe, qui quasiment ringardise Françoise Degois et Philippe Bilger. Retrouvez Cécile. C'est scandaleux. Il est démago. Il fait ça avec tous les nouveaux, t'inquiète pas. Tous les nouveaux, on toise des ans après. Mais ça traduit tout de même nouveau, c'est qu'il y en a beaucoup. Non, mais en fait, il essaye de faire des vannes aussi bonnes que celles de Johan Barbe. C'est ça, le sujet, c'est qu'il n'y arrive pas. Il a trouvé son maître en matière de vannes pourries. Parce que là, c'est même mon mètre 50. Ah non, ton mètre 80, même, parce que moi, je me les prends toutes de plein fouet, les vannes pourries de Johan Barbe. Je peux vous dire que je préfère. Dis-moi des vannes, toi, s'il te plaît. Parce que les tiens, finalement, sont moins pires maintenant. Mais comme disait elles sont faciles à comprendre, c'est pour ça. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, donc je rirai pas avec vous. Oui, d'ailleurs, moi, je devrais faire ça avec vous. Comme disait Audiard, il ne faut pas parler aux cons, ça les instruit. C'est ça. Dis donc. Vivement dimanche autour du poulet. Allez, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Gouvernement réuni autour de François Bayrou dans un contexte de vive tension avec l'Algérie. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien parce que l'Alger ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau?
François Bayrou réunit donc aujourd'hui ce conseil interministériel de contrôle de l'immigration en pleine crise diplomatique avec l'Algérie sur l'immigration face au refus d'Alger d'accueillir les ressortissants expulsés de l'Hexagone. La France va restreindre donc l'accès à son sol aux dignitaires algériens. Alors parlons vrai, est-ce que la France est capable de tenir une ligne forte face à Alger? Et à cette question, vis-à-vis de l'Algérie, faut-il aller, vous dites, à 88% au bras de fer, à 10% la négociation et à 2% ne rien changer? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Driss Ghali est avec nous, écrivain politique et conférencier, auteur des livres L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, publié chez l'Artilleur, et d'une contre-histoire de la colonisation française, publiée chez Jean-Cyril Godefroy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Merci. J'ai bien conscience de mon attitude et de mon propos un peu simpliste. Mais à partir du moment où l'Algérie fait preuve de mauvaise volonté depuis quelque temps, et je ne parle même pas de l'arrestation scandaleuse de Boualem Sansal, j'attendais de la France une réplique, une riposte. Et d'une certaine manière, j'en avais assez, même moi qui soutiens son activité ministérielle, que Bruno Retailleau fut le seul à réagir dans un domaine qui était le sien, et parfois il était obligé d'aller au-delà. Précisément parce que le président ne s'en occupait pas et que nous avons un ministre des Affaires étrangères singulièrement passif. Et puis, il y a eu l'intervention de François Bayrou qu'on peut discuter parce qu'il a, il a eu toujours certains problèmes de rapidité dans l'élocution, mais il n'empêche qu'il représente un petit mouvement de réplique et de riposte, de reconsidération des accords de 68 avec la confirmation du lien spécial que nous avons avec l'Algérie, mais qui tout de même nous impose de réagir parce que ça n'est plus tolérable que à 14 reprises, par exemple, l'Algérie ne reprenne pas l'un de ses ressortissants qui a commis le pire. Françoise de Gouin. Oui, alors je vois que vous avez essayé de trouver la moindre avancée chez François Bayrou. François Bayrou a fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire de l'immobilisme, en disant attention, attendez-vous à savoir que dans 6 semaines, si jamais vous ne reprenez pas, peut-être qu'on va revoir les accords de 68. Il n'y a rien de neuf sous le soleil pour moi, mais par ailleurs, je pense que les coups de menton de Bruno Retailleau ne servent à rien, les indignations ne servent absolument à rien, ça ne marche pas. On va monter jusqu'en haut de quelle échelle? De l'échelle des perroquets, ça ne fonctionne pas. Ce pouvoir algérien, vous allez le menacer comment? Avec les visas? Il va nous menacer en fermant toutes les entreprises françaises qui font du business en Algérie. Mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas très peu. Nous avons des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Donc moi, je pense que la sagesse, même si ça nous coûte, c'est encore une fois, je le redis inlassablement, cette solution ne dépend que d'Emmanuel Macron et du président Tebboune. C'est à ce niveau-là que les choses vont se régler. Elles ne peuvent pas se régler avec les coups de menton d'un ministre de l'Intérieur, même si vous l'adorez, Philippe Bilger. Il faut refaire de la diplomatie, même si on a le sentiment qu'on en prend plein la patate dans notre ego. On ne peut pas sortir sur l'échelle des perroquets, nous ne montera jamais aussi loin que... Johan Barbe. J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout dans cette affaire, parce que finalement on mélange les accords commerciaux, qui n'ont rien à voir avec la France directement, parce que c'est des accords avec l'Europe plutôt aujourd'hui. Absolument. Donc on n'est pas sur le même niveau d'échelle, et l'immigration. Et sur la partie les accords commerciaux, c'est l'Europe qui les négocie. Il n'y a pas d'accords commerciaux en fait. Je ne parle pas de ça. C'est en négociation là. Un accord entre l'Europe et Il y a des accords aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, on exportait énormément de céréales, de blé vers l'Algérie. Aujourd'hui, on n'en exporte quasiment plus. Par représailles par rapport à l'immigration. Enfin, il faut trouver les bons niveaux finalement de représailles aujourd'hui. On n'a pas su, au niveau européen, déjà avoir des représailles comme il aurait fallu face à la Russie. Là, on y va tout doucement, timidement, face à l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut vraiment remettre du pouvoir politique en place et rappeler le rôle de la France. Et on l'a évoqué en début d'émission, c'est qu'il faut arrêter d'humilier la France. En fait, il faut montrer nos valeurs partout où on est présent. Et donc, l'Algérie doit continuer à travailler avec nous dans la diplomatie pour trouver des compromis par rapport à l'impensable. Driss Ghali est avec nous, écrivain politique et conférencier. Vous, j'imagine que votre ligne, elle est un petit peu plus raide, j'ai envie de dire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut tenir ce face-à-face ?
Moi, je pense que ma ligne, elle regarde le réel. On ne peut pas se fâcher avec l'Algérie de manière totale, définitive. Il y a plusieurs millions d'Algériens en France, plusieurs millions de binationaux. Nous sommes des voisins, mais d'un autre côté, ça ne donne pas à l'Algérie le droit de nous cracher dessus. De toute façon, tant que l'Algérie nous crache dessus et qu'on ne réagit pas, il n'y aura aucune paix. La paix se fait entre égaux. Sinon, ça s'appelle de l'oppression. Donc il faut mettre fin à l'oppression qui dure depuis 1962. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la France ne cesse de reculer. Nous avons abandonné les pieds noirs, nous avons abandonné les harkis, nous avons abandonné plusieurs Français enlevés en Algérie, et je ne vais pas faire toute l'histoire. Il faut maintenant, il faut faire deux choses en même temps. Je pense que nous sommes capables d'avoir un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Le droit, c'est M. Rotaillot. Il faut la fermeté. Je suis contre l'interdiction des visas pour les Algériens. C'est contre-productif. Il faut fixer les dignitaires. L'oligarchie, c'est elle qui opprime le peuple algérien et qui a des biens en France et qui voyage en France. Et plus tard, dans une deuxième phase, notre hémisphère gauche, c'est-à-dire une négociation diplomatique pour une médiation dans les coulisses et pour dire à l'Algérie que nous voulons banaliser la relation. Nous ne voulons pas divorcer. Nous voulons seulement avoir une relation avec l'Algérie comme la relation que nous avons avec la Tunisie, la Libye ou le Maroc. Il faut faire les deux en même temps. Mais d'abord la fermeté. Tant qu'on n'est pas respecté, il n'y aura aucune négociation. Le peuple algérien est un peuple de l'Afrique du Nord. Ses dirigeants sont imbibés dans le rapport de force. C'est le monde qui est comme ça. C'est nous qui sommes sortis d'histoire dans une espèce de diplomatie de bisounours. Il faut se mettre sur la même fréquence que le gouvernement algérien. Aujourd'hui, ils sont en FM et nous sommes en AM, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais ça, c'est des mots. Moi, j'entends ce que vous dites. Bien sûr, sur le papier, c'est extrêmement séduisant, sauf que ça ne fonctionne absolument pas. Et vous le savez très bien. On n'a pas essayé. On n'a jamais essayé. Si, on essaye. Vous savez très bien que ce qu'est en train de faire le gouvernement. Attendez, le gouvernement algérien veut simplement nous obliger à quoi ? À renoncer à la reconnaissance du Sahara occidental. Tout ce qui a mis le feu véritablement aux poudres, moi je veux bien que l'Algérie nous harcèle depuis 62, faut quand même pas exagérer, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, la vérité. Si. Attendez, je termine. Aujourd'hui, c'est le même régime depuis 62, il n'y a pas eu d'alternance, madame. Je suis d'accord, j'ai souvent été reportage en Algérie, on sait quelle est l'horreur de ce régime débile, en plus de ça, qui pille, en plus de ça, toutes les richesses de ce pays. Mais là, ce qui est en train de se passer, les Algériens s'arrêteront pas tant qu'on reculera pas sur le Sahara occidental. Vous savez très bien que c'est ça. Nous sommes souverains, on fait ce qu'on veut. Non, mais je suis d'accord. Demain, ils nous fâcheront avec Israël. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas pour qu'on recule sur le Sahara occidental. Allez. Mais reconnaissez quand même qu'Emmanuel Macron a quand même été un petit peu léger. Il va voir les Algériens. Il y a aucun problème. Non. Mais il a été pendant 7 ans. Ouais. On a été un problème. On a un problème là-dessus. Philippe Bilger. Excusez-moi, il y a un peu de latence. Excusez-moi. Allez-y. Je vous laisse terminer et puis je reprendrai. D'accord. Je voulais juste. Très bien. Juste un point, je vais défendre M. Macron pour une fois. Il a essayé pendant 7 ans avec les Algériens. Il a préféré l'Algérie au Maroc. Et moi, je comprends son geste. Mais l'Algérie n'a pas voulu faire la paix. Il a attendu 1 mandat et demi avant de se retourner vers le Maroc, qui était sa seconde position. Philippe Bilger. Est-ce que à ce sujet vous pensez, j'ai bien aimé votre intervention sur les deux plateaux de la chaîne en quelque sorte, commencer par de la fermeté pour ensuite aborder la phase diplomatique. Est-ce que vous ne craignez pas que la phase de fermeté, loin de préparer l'Algérie à une discussion diplomatique, la crispe encore davantage? Vous avez raison, le régime est crispé parce qu'il a commis une énorme bêtise. Il a perdu la main tendue par Macron. Et Macron est allé maintenant trop loin. Il a reconnu que le Sahara est marocain. Et c'est difficile, comme me disait madame, qu'il revienne dessus. Très bien. Maintenant, il faut les aider à se décrisper. Ça veut dire qu'il faut fermer la porte de l'escalade. Et il ne faut pas faire la bêtise d'interdire les visas aux Algériens. On va juste faire l'union sacrée entre le peuple algérien et le régime. Il faut taper sur le régime. Et il y a d'autres choses à faire aussi. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que de notre côté, il faut qu'on communique avec les Algériens. Radio France Internationale, France 24, en arabe, en français, en kabyle, qu'on leur dise qu'on n'a rien contre eux. Nous n'avons rien contre eux. Nous avons un problème passager avec le régime. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on prenne une attitude hétérodoxe parce que là, le régime est parti dans une espèce de vrille. Il est dans une spirale et rien ne pourra l'arrêter. Je voulais juste dire que l'offensive diplomatique, elle continue. Nous savons tous qu'il y a des relations hebdomadaires, permanentes entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Hein. Donc ça, je ne dis pas que ça a abouti pour le moment, mais en tout cas, ça existe.
Non, mais très bien, mais je pense qu'il faut faire la diplomatie au sens ample, la diplomatie au niveau des présidents, mais aussi au niveau des gouvernements et des médias. Il faut voir les médias algériens, il faut voir ce qu'ils disent de la France. On parle d'État génocidaire, quand même, c'est pas sérieux. Voilà, il faut que nous nous répondions parce que il faut parler à l'opinion publique algérienne de France. Il y a plusieurs millions d'Algériens en France qui parlent français. Ils reçoivent les télés algériennes qui leur disent que c'est un pays génocidaire et qu'ils leur disent que la droite française fait une fixette sur l'Algérie. Il faut que M. Retailleau et surtout le Quai d'Orsay, ils disent aux Algériens, nous ne faisons pas de fixette sur vous. Nous voulons des rapports d'égal à égal. Merci beaucoup Driss Ghali, écrivain et politique et conférencier, auteur de ces livres. Je rappelle l'identité d'abord à lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, publié chez l'Artilleur, et puis un autre. Un contre-histoire de la colonisation française publié chez Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Johan Barbe d'avoir été avec nous pour cette première. Pouce en l'air ou pouce en bas? Pouce en haut. Ah, merci. Voilà. Pouce en haut. Pouce en haut. Voilà. Double pouce en haut. Reviens et améliore-toi encore sur les blagues pour être encore plus fort que Philippe Daville. Ça y est, j'ai mon rendez-vous pour la chirurgie esthétique. Merci beaucoup. Allez, c'est bien. Allez, vous bougez pas. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. BYD sera avec nous, ce constructeur chinois qui nous racontera un petit peu comment il va faire son déploiement en France et un petit peu partout en Europe. Allez, à tout de suite.